Ma mère narcissique a tué mon petit ami parce qu'il l'appelait par son prénom au lieu de « Madame ». Mais la réalité, c'est qu'il refusait de coucher avec elle. Je m'appelle Madison. J'ai 26 ans maintenant, mais j'en avais 23 quand c'est arrivé. Et je sais à quel point cela paraît insensé. Croyez-moi, je le sais. Mais c'est exactement ce que ma mère a dit à tout le monde lors de ses funérailles. Que Tyler était irrespectueux, qu'il avait des problèmes de limite, que toute cette histoire était un accident tragique qui aurait pu être évité s'il lui avait juste montré le respect approprié. Mais je connaissais la vérité, et elle était bien pire. Le jour où Tyler est mort, j'étais au travail. J'étais coordinatrice marketing dans cette start-up technologique en centre-ville, l'un de ces endroits avec des poufs-poires et du kombucha à la tireuse où tout le monde fait semblant de changer le monde. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que le mardi, c'était le jour de nos stupides réunions d'équipe qui duraient 2 heures. Mon téléphone a sonné à 14h47. C'était ma mère, Victoria. C'était son nom, bien qu'elle insistait pour que tout le monde l'appelle Madame Chen, même si elle était divorcée de mon père depuis 8 ans. Madison, il s'est passé quelque chose de terrible, a-t-elle dit. Et sa voix avait cette qualité particulière. Cette qualité théâtrale, comme si elle était déjà en train de répéter la façon dont elle raconterait l'histoire aux autres. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Tyler. Il y a eu un accident. Tu dois venir à Merci Général tout de suite. Mes mains sont devenues engourdies. Quel genre d'accident? Il est tombé dans les escaliers du sous-sol à la maison. Je l'ai trouvé, Madison. J'ai essayé de l'aider, mais je n'ai pas entendu la suite. J'ai attrapé mes clés et j'ai couru. Le truc avec ma mère, c'est qu'elle est belle. Même à 52 ans, elle semble en avoir une trentaine. Elle fait du yoga tous les matins, fait des soins du visage chaque semaine et s'habille comme si elle s'apprêtait à défiler. Toute ma vie, les gens m'ont dit quelle chance j'avais d'avoir une mère aussi magnifique, qu'on pourrait nous prendre pour des sœurs. Je détestais ça, parce que les gens beaux comme ma mère ne suivent pas les mêmes règles que tout le monde. Ils s'en sortent toujours. Ils manipulent les situations. Ils vous font passer pour folle parce que vous remarquez ce qu'ils font. Quand je suis arrivée à l'hôpital, elle était dans la salle d'attente, pleurant délicatement dans un mouchoir. Son maquillage était parfait. Bien sûr qu'il l'était. Elle m'a vue et s'est levée, les bras ouverts. Madison, chérie. Où est-il? Je l'ai bousculé pour passer. Un médecin est sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Un jeune homme, environ 30 ans. Il avait l'air épuisé. Êtes-vous Madison Chen? Oui. Est-ce que Tyler? Je suis désolée. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Le traumatisme crânien était trop grave. Il n'a pas survécu. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai vraiment eu l'impression de tomber et de tomber encore sans rien trouver à quoi me raccrocher. La main de ma mère était sur mon épaule. Je suis tellement désolée, ma puce. C'est arrivé si vite. Il était à la maison, il descendait chercher du vin à la cave et j'ai entendu ce fracas terrible. Le temps que j'arrive. Je l'ai repoussé d'un mouvement d'épaule. Pourquoi était-il chez toi? Elle a cligné des yeux. Quoi? Tyler était censé être au travail. Pourquoi était-il chez toi en plein milieu de la journée? Il est passé. Il a dit qu'il voulait me parler de quelque chose. À propos de vous deux. En fait, je pense qu'il prévoyait d'eux. Elle s'est arrêtée, pressant le mouchoir sur ses yeux. Je pense qu'il voulait me demander ma bénédiction pour sa demande en mariage. Cela aurait dû sembler logique. Tyler et moi étions ensemble depuis 2 ans. Nous avions parlé de mariage. Mais quelque chose n'allait pas. Tyler savait que j'avais une relation compliquée avec ma mère. Il ne serait jamais allé chez elle sans me prévenir. Je veux le voir, ai-je dit.
Ils m'ont laissé entrer dans la chambre où ils avaient déplacé son corps. On aurait dit qu'il dormait. Il y avait un bandage autour de sa tête, cachant les dégâts. J'ai pris sa main. Elle était encore chaude. J'ai tracé les lignes de sa paume avec mon doigt. Cette main qui avait tenu la mienne pendant les films, les orages et les mauvaises journées de travail. Cette main qui avait écarté mes cheveux de mon visage, essuyé mes larmes et m'avait serré contre lui quand j'en avais besoin. Maintenant, elle était juste immobile. Vide. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Assez longtemps pour que la chaleur s'estompe. Assez longtemps pour qu'une infirmière entre et me suggère doucement de faire une pause. Assez longtemps pour que mes jambes s'engourdissent à force de rester dans la même position. Ma mère a fini par entrer. Chérie, nous devrions y aller. Il y a des dispositions à prendre. Je vais t'aider pour tout. Je sais à quel point ça doit être dur. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ses yeux étaient secs maintenant. Il y avait quelque chose dans son expression que je ne pouvais pas déchiffrer, quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction cachée sous l'inquiétude. Comment est-il tombé? Ai-je demandé. Je te l'ai dit. Il descendait les escaliers du sous-sol. Il était face à l'escalier ou de dos. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Quand il est tombé. Est-ce qu'il descendait les marches ou est-ce qu'il montait? Où était l'impact? Madison, je ne pense pas que. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Quelque chose a traversé son visage. De l'agacement, peut-être, ou du calcul. Il descendait. Il a dû rater une marche. Ces escaliers sont raides. Je t'ai déjà dit qu'ils étaient dangereux. J'étais allée chez ma mère une centaine de fois. Ces escaliers avaient une rampe. Ils étaient recouverts de moquettes. Il faudrait être incroyablement maladroit ou incroyablement malchanceux pour tomber assez fort pour en mourir. Ou alors, il faudrait avoir été poussé. La pensée m'est venue sans prévenir, et je m'en suis immédiatement voulu. C'était ma mère. Elle était narcissique et difficile et ramenait tout à elle, mais elle ne ferait pas. Elle ne pourrait pas. Mais même en essayant d'écarter cette idée, les souvenirs ont commencé à affluer, des choses que j'avais refoulées, justifiées ou dont je m'étais convaincue qu'elles n'étaient pas si graves. Comme quand j'avais 16 ans et que j'avais ramené mon premier vrai petit ami, Alex, à un dîner de famille. La façon dont ma mère avait passé toute la nuit à lui toucher le bras, à rire à ses blagues, à se pencher tout près de lui en lui parlant. La façon dont elle portait une robe trop serrée, trop décolletée pour un simple dîner à la maison. La façon dont Alex avait rompu avec moi 2 semaines plus tard sans vraiment dire pourquoi, si ce n'est que ma situation familiale était compliquée. Ou quand j'avais 19 ans et que je sortais avec ce garçon nommé Connor de mon université. La façon dont ma mère avait insisté pour le rencontrer, nous emmenant tous les deux déjeuner. La façon dont elle avait commandé du vin alors que Connor et moi n'avions pas l'âge de boire, puis n'avait cessé de remplir son propre verre en devenant de plus en plus charmeuse. La façon dont elle l'avait accidentellement frôlé en quittant le restaurant. Connor avait arrêté de répondre à mes appels après ça. Ou Jake, quand j'avais 17 ans. Celui qui, des années plus tard, avait fini par avouer que ma mère l'avait coincé dans la maison pour l'embrasser. Qu'elle lui avait dit que s'il m'en parlait un jour, elle s'assurerait que tout le monde sache que c'était lui qui l'avait dragué. Qu'elle détruirait sa réputation. Jake avait été terrifié par elle. Il avait rompu avec moi par SMS et avait bloqué mon numéro. Je l'avais blâmé pendant des années. Je pensais que c'était un lâche, un idiot. Maintenant, je comprenais. Il n'était qu'une victime de plus. L'enterrement a eu lieu 4 jours plus tard. Ma mère a tout organisé. Elle a choisi les fleurs, roses blanches et lisses, chères et ostentatoires. Elle a choisi la musique, des morceaux classiques que Tyler n'avait jamais particulièrement aimés. Elle a choisi le cercueil, acajou avec des poignées en laiton,
le deuxième plus cher du salon funéraire. Elle a même choisi les vêtements de Tyler, sortant de son appartement un costume que je ne lui avais jamais vu porter. Il est si beau, a-t-elle dit lors de l'exposition du corps, en touchant son revers de veste. Sa main s'est attardée trop longtemps, lissant le tissu avec une intimité qui m'a donné la chair de poule. Les parents de Tyler sont venus d'Oregon. Ils étaient anéantis. Sa mère, Patricia, tenait à peine debout. C'était une petite femme, environ 1,58 m, avec des cheveux grisonnants et des yeux doux qui étaient gonflés à force de pleurer. Je l'ai tenue pendant qu'elle sanglotait, et elle semblait si fragile dans mes bras, comme si elle allait se briser complètement. Le père de Tyler, David, était stoïque, comme certains hommes le sont quand ils essaient de ne pas s'effondrer, la mâchoire serrée, le regard fixe, les mains crispées. Mais j'ai vu la façon dont il regardait Tyler dans ce cercueil. J'ai vu son visage se décomposer juste un instant avant de se reprendre. Ma mère se tenait à l'écart, acceptant les condoléances avec cet air gracieux et tragique. Elle avait choisi sa tenue avec soin. Une robe noire élégante mais pas trop sombre, avec un rang de perles ayant appartenu à sa grand-mère. On aurait dit qu'elle assistait à un vernissage, pas à des funérailles. Les gens n'arrêtaient pas de s'approcher d'elle, lui disant à quel point ils étaient désolés, combien elle était forte, combien cela devait être difficile pour elle. Elle. Pas moi, pas les parents de Tyler qui venaient de perdre leur fils unique. Elle. Et elle savourait cela, chaque bribe d'attention, chaque expression de sympathie. Elle était la star de sa propre tragédie, et Tyler n'était qu'un accessoire. Lors de la cérémonie, elle s'est levée et a pris la parole sans me demander mon avis, sans me prévenir. Tyler était un jeune homme merveilleux, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la chapelle avec une clarté travaillée. Mais il avait ses difficultés. Il pouvait être insouciant, voire téméraire. J'ai essayé de le mettre en garde contre ces escaliers. Je lui ai dit d'être prudent, mais il était têtu. Il insistait pour m'appeler Victoria au lieu de Madame Chen, bien que je lui ai demandé à plusieurs reprises de montrer le respect approprié. Elle s'est arrêtée, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. S'il avait seulement écouté, s'il avait été plus prudent, cette tragédie aurait pu être évitée. J'ai senti tous les regards de la salle se tourner vers moi. Jugeant, se demandant quel genre de petit ami j'avais pu avoir, lui qui n'était même pas capable de montrer un respect élémentaire à la mère de sa compagne. La mère de Tyler a laissé échapper un petit son à côté de moi, un mélange de confusion et de chagrin, parce qu'elle connaissait Tyler. Elle connaissait son fils, et le fils qu'elle connaissait n'aurait jamais été irrespectueux envers qui que ce soit, encore moins envers la mère de sa petite amie. Parce que c'était faux. Tyler l'avait toujours appelée Madame Chen. Toujours. Il venait du Midwest, d'une petite ville où l'on disait « s'il vous plaît » et « merci », et où l'on appelait les adultes monsieur et madame, à moins qu'ils ne vous disent explicitement le contraire. Il serait probablement mort avant d'eux. J'ai arrêté cette pensée. J'ai eu la nausée. Parce qu'il était mort. Il était mort. Et ma mère était là, en train de mentir à son sujet devant une salle pleine de gens, alors qu'il ne pouvait plus se défendre. Après la cérémonie, les gens sont venus vers moi. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ils m'ont dit combien ils étaient désolés. Madame Brennan, du groupe paroissial de ma mère, m'a serré la main et a dit « C'est si dur quand les jeunes n'écoutent pas leurs aînés. Votre mère a essayé de l'aider. Vous ne pouvez pas vous en vouloir. » Mais je ne voulais pas ne pas m'en vouloir. Je voulais en vouloir à ma mère. M. Hutchkin, mon ancien directeur de lycée, m'a tapoté l'épaule avec maladresse. Ces choses arrivent. Des accidents. On ne sait jamais quand notre heure viendra. Sauf que ce n'était pas un accident. Je savais que ça ne l'était pas. Je le sentais dans mes os. Ma mère tenait salon près de l'entrée, racontant encore l'histoire. J'entendais des bribes alors que je circulais dans la foule, point si irrespectueux.
N'écoutait jamais. Je l'avais prévenu pour ses escaliers. Une telle tragédie. Si jeune. Si seulement il avait fait plus attention. Chaque répétition ajoutait de nouveaux détails, de nouveaux embellissements, de nouvelles façons dont Tyler aurait soi-disant échoué à écouter ses avertissements. Je me suis dirigée vers elle. Les gens s'écartaient sur mon passage. Elle m'a vu arriver et s'est arrêtée au milieu d'une phrase, son expression changeant pour feindre l'inquiétude. Madison, chérie. Arrête, ai-je dit. Ma voix sonnait bizarrement, trop calme, comme si elle venait de l'extérieur de mon corps. Arrête de mentir. La foule autour d'elle s'est tue. Elle a regardé les gens autour d'elle, jouant la surprise. Chérie, tu es sous le choc. Tu ne réfléchis pas clairement. Tyler ne t'a jamais appelée Victoria. Il t'a toujours appelée Madame Chen. Tu le sais très bien. Madison, le chagrin peut nous faire souvenir des choses différemment. Et il n'était pas imprudent. C'était l'une des personnes les plus prudentes que je connaisse. Il vérifiait 2 fois que la cuisinière était éteinte avant de quitter son appartement. Il me rappelait de mettre ma ceinture à chaque fois qu'on montait en voiture. Il était l'opposé de l'imprudence. Le sourire de ma mère s'est crispé, des fissures apparaissant dans la façade. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Alors quand? Je tremblais maintenant, tout mon corps secoué par une rage que je contenais depuis des jours. Quand sera-ce le moment? Quand vas-tu dire à tout le monde ce qui s'est réellement passé? Je t'ai dit ce qui s'est passé. Il est tombé. Vraiment? Où est-ce que tu l'as poussé? La pièce est devenue silencieuse. Complètement silencieuse. Même la musique de l'orgue qui jouait doucement en arrière-plan s'était arrêtée. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs, puis est devenu rouge de colère. Comment oses-tu? Comment oses-tu m'accuser d'une chose aussi horrible? J'aimais Tyler comme un fils. Non, c'est faux. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Tu le voulais. Et quand il t'a dit non, tu l'as tué. Elle m'a giflé. Fort. En plein visage, devant tout le monde, devant les parents de Tyler, notre famille et tous ces gens de l'église et du cercle social de ma mère. Le bruit a résonné dans la chapelle comme un coup de feu. Puis elle a éclaté en sanglots. Des larmes parfaites, délicates, qui n'ont pas fait couler son mascara. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Elle n'est plus elle-même. Le chagrin. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Les gens se sont précipités pour la consoler, pour m'emmener à l'écart, pour chuchoter sur le caractère tragique de tout cela. Le perdre si jeune, et maintenant la pauvre fille qui faisait une sorte de dépression nerveuse. J'entendais les murmures, quel dommage. Le deuil fait des choses étranges. Elle a toujours été émotive. Victoria gère ça si bien, vu les circonstances. Victoria. Ma mère. La victime, une fois de plus. Le père de Tyler, David, a mis son bras autour de moi. On va te faire prendre l'air, a-t-il dit doucement. Il m'a emmené dehors. Nous nous sommes assis sur les marches de la chapelle. C'était octobre. Les feuilles viraient à l'or et au rouge. Tyler avait adoré l'automne. Adoré la façon dont la lumière traversait les feuilles colorées, il avait parlé de m'emmener dans le Vermont pour voir les couleurs. Maintenant, il ne verrait plus jamais d'automne. Vous ne croyez pas ça, n'est-ce pas? Ai-je demandé à David. Ce que j'ai dit là-dedans? Il est resté silencieux pendant un long moment. C'était un homme d'une 50aine d'années, portant un costume qui semblait l'incommoder. Tyler m'avait dit que son père travaillait dans le bâtiment, qu'il avait construit leur maison en Oregon de ses propres mains. Il avait ce genre de mains, calleuses, marquées par des années de travail. « Dis-moi pourquoi tu as dit ça » a-t-il fini par répondre. Alors, je lui ai tout dit.
J'ai commencé par le début, quand j'étais adolescente et que j'avais réalisé pour la première fois que quelque chose ne tournait pas rond dans la façon dont ma mère agissait avec les garçons que je ramenais à la maison. Je lui ai parlé d'Alex, de Connor et de Jake, et de tous les autres qui s'étaient éloignés de moi pour des raisons que je n'avais pas comprises à l'époque. Je lui ai parlé de Marcus, mon petit ami quand j'avais 20 ans. Comment ma mère s'était présentée à son appartement sans prévenir un soir où j'étais là. Comment elle était ivre et en pleurs, disant qu'elle traversait une crise et qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un. Comment Marcus l'avait laissée entrer parce que pouvait-il faire d'autre? C'était la mère de sa petite amie et elle était en détresse. Comment ma mère avait essayé de l'embrasser. Comment Marcus l'avait repoussée et lui avait dit de partir. Comment il m'avait tout dit le lendemain et comment j'avais confronté ma mère, et comment elle avait pleuré en disant que Marcus mentait, que c'était lui qui avait essayé de l'embrasser, qu'elle essayait juste de me protéger. Je l'avais cru parce que c'était ma mère. Parce que je voulais la croire. Marcus et moi avions rompu une semaine plus tard. Il disait qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui ne le croirait pas, lui, plutôt que sa propre mère. Il disait que ma dynamique familiale était trop tordue pour qu'il puisse la gérer. Je l'avais détesté pour ça, pour m'avoir abandonné, pour ne pas avoir compris à quel point il était difficile d'accepter que sa propre mère puisse mentir. Maintenant, je comprenais. Il avait dit la vérité depuis le début. J'ai dit à David comment ma mère avait toujours besoin d'être la femme la plus séduisante de la pièce. Comment elle se mettait en colère si les hommes faisaient plus attention à moi qu'à elle. Comment elle faisait des remarques cinglantes sur mon apparence. Tu es sûr de vouloir porter ça? C'est un peu serré sur toi. Tu devrais peut-être essayer une autre coiffure, celle-là te fait le visage rond. Tu as pensé à faire plus de sport? Tu te ramollis un peu au niveau du ventre. Je faisais une taille 34. J'ai toujours été mince. Mais ma mère me faisait sentir comme si j'étais énorme. J'ai raconté comment Tyler avait été différent de mes autres petits amis. Comment il avait fixé des limites claires avec ma mère dès le départ. Comment il avait été poli mais ferme. Comment, lorsqu'elle essayait de l'étreindre trop longtemps ou de le toucher de manière inappropriée, il reculait. Comment, lorsqu'elle faisait des commentaires suggestifs, il les ignorait ou changeait de sujet. Comment ma mère avait commencé à le détester pour ça. Elle le traitait de froid, ai-je dit. Elle disait qu'il ne savait pas être chaleureux avec la famille. Mais il n'était pas froid. Il se protégeait, tout simplement. Il voyait ce qu'elle faisait et il refusait d'entrer dans son jeu. J'ai raconté à David ce qui s'était passé il y a 3 semaines, quand Tyler était arrivé à mon appartement, pâle et tremblant. Comment il m'avait dit que ma mère l'avait appelé au travail, disant qu'elle avait une urgence de plomberie et qu'elle avait besoin d'aide. Comment il y était allé parce que c'était quelqu'un de bien qui aidait les gens quand on le lui demandait. Comment, quand il était arrivé, ma mère avait ouvert la porte en portant de la lingerie noire et rien d'autre. Il a dit qu'elle avait essayé de l'attirer à l'intérieur. Ai-je continué, la voix brisée. Qu'elle lui avait dit qu'elle savait qu'il la voulait, que tous les hommes la voulaient, que je n'étais qu'une enfant qui jouait à la grande et qu'elle était une vraie femme qui pouvait lui donner ce dont il avait besoin. La mâchoire de David s'est crispée, ses mains se sont serrées en poing. Tyler est parti immédiatement. Ai-je dit. Il n'a même pas attendu d'entendre quelle fausse urgence elle avait inventée. Il est venu directement à mon appartement et m'a tout raconté. Il était tellement bouleversé. Il n'arrêtait pas de s'excuser comme si c'était de sa faute, comme s'il avait fait quelque chose pour l'encourager. Je l'ai tenu dans mes bras pendant qu'il tremblait. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je lui ai dit que je le croyais. Et je l'avais cru. Enfin, après des années à chercher des excuses à ma mère, j'avais cru quelqu'un d'autre qu'elle. Nous avions parlé de couper les ponts avec elle. J'ai dit que Tyler voulait me protéger d'elle. Il disait qu'elle était dangereuse, que sa façon d'agir n'était pas normale, que quelqu'un qui ne supportait pas un « non » était capable de tout.
J'ai regardé David. Son visage était très calme, contrôlé, mais ses yeux étaient remplis de douleur. Il avait raison, ai-je chuchoté. Elle n'a pas supporté qu'il lui dise non. Et regardez ce qui est arrivé. David est resté silencieux un long moment. Les gens commençaient à sortir de la chapelle, la cérémonie était finie. Ma mère était au centre d'un groupe, pleurant toujours, acceptant toujours des réconforts. Elle m'a vue assise avec David et ses yeux se sont plissés. « As-tu dit tout cela à la police ?» a demandé David. « Il n'y a pas eu d'enquête. Ça a été classé comme un accident. Peut-être qu'il devrait y avoir une enquête. » Patricia est sortie à ce moment-là et s'est assise de l'autre côté. Elle a pris ma main. La sienne était petite et douce. Une main de mère. « Parle-moi de ces escaliers, » a-t-elle dit. Alors, je les ai décrits. Les escaliers du sous-sol dans la maison de ma mère. Ils étaient recouverts d'une épaisse moquette beige. Il y avait une rampe en bois d'un côté. Les murs étaient peints en blanc et il y avait un bon éclairage. Ma mère avait fait installer des spots encastrés il y a quelques années. Les marches n'étaient pas particulièrement raides, pas comparées à d'autres sous-sols que j'avais vus. Il y avait 13 marches au total. Ont-ils trouvé quelque chose en bas ? A demandé Patricia. Des bouteilles de vin, du verre brisé, n'importe quoi qui pourrait expliquer pourquoi il est tombé ? J'ai réalisé que je ne savais pas. J'avais été tellement concentrée sur Tyler, sur le trajet vers l'hôpital, sur le choc de sa mort, que je n'avais pas posé les questions de base sur les lieux. Je ne pense pas, ai-je dit. Y avait-il du vin ? A demandé David. Est-ce que ta mère avait réellement du vin dans sa cave qu'elle aurait demandé à Tyler d'aller chercher ? J'y ai réfléchi. Ma mère ne buvait pas beaucoup. Elle était toujours au régime ou en cure de détox. Et quand elle buvait, c'était du champagne cher ou du vin blanc, le genre de bouteille qu'elle gardait dans un frigo à vin dans sa cuisine, pas à la cave. Je ne pense pas qu'elle ait une collection de vin au sous-sol, ai-je dit lentement. Je n'en ai jamais vu. David et Patricia se sont regardés, une communication silencieuse passant entre eux. Nous allons à la police, a dit David en se levant. Tout de suite. L'inspectrice qui a pris notre déposition s'appelait Amber Rodriguez. Elle avait une quarantaine d'années, l'air fatigué, avec des cheveux sombres mi-longs commençant à grisonner sur les tempes et des yeux doux derrière des lunettes sans monture. Elle portait un simple blazer sur une chemise blanche et il y avait une tasse de café froid sur son bureau, à côté d'une photo encadrée de 2 adolescents. Elle a écouté tout ce que j'avais à dire sans m'interrompre, prenant des notes d'une écriture soignée et posant des questions de précision. Elle ne m'a pas fait me sentir folle ou excessive, ni comme si je lui faisais perdre son temps. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Ce sont des accusations graves. Je sais que vous comprenez que sans preuve, c'est très difficile à démontrer. Le médecin légiste a conclu à une mort accidentelle. Il n'y avait aucun témoin à part votre mère. Et le chagrin peut parfois nous faire voir des choses qui n'existent pas, nous donner envie de blâmer quelqu'un. Je ne suis pas folle, ai-je dit fermement. Et je n'invente rien. Il s'est passé quelque chose dans cette maison. Quelque chose qu'elle ne nous dit pas. Amber m'a étudié un instant. Puis elle a regardé David et Patricia. Quel est votre avis là-dessus ? Je la crois, a dit David immédiatement. Tyler était mon fils. Je le connaissais. Il n'était pas imprudent. Ce n'était pas le genre de personne à tomber dans un escalier en plein milieu de la journée sans raison. Et votre femme ? La voix de Patricia était douce mais assurée. Tyler nous a appelés 2 jours avant sa mort. Il a dit que la mère de Madison le harcelait. Il a dit qu'il s'inquiétait de ce qu'elle pourrait faire. Il nous a demandé s'il devait demander une ordonnance de protection. Amber s'est redressée. Il a dit ça ? Oui.
Nous lui avons dit de parler d'abord à Madison, d'essayer de régler ça en famille. La voix de Patricia s'est brisée. Nous lui avons dit de lui donner une dernière chance. Nous pensions que s'il l'affrontait directement, s'il lui disait fermement d'arrêter, elle le ferait. Nous n'aurions jamais pensé. Elle n'a pas pu finir. David a passé son bras autour d'elle. Amber est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Laissez-moi passer quelques appels. » Il a fallu 2 semaines, mais ils ont rouvert l'enquête. Ils ont passé la maison de ma mère au peigne fin, avec une équipe de la police scientifique. Ils ont examiné les escaliers de la cave plus attentivement. Ils ont interrogé les voisins pour établir une chronologie. Ils ont récupéré les relevés téléphoniques. Ils ont tout regardé avec un œil neuf. Et ils ont trouvé quelque chose. Il y avait une caméra de surveillance chez les voisins d'à côté. Les voisins, un couple de personnes âgées nommées les Henderson, l'avaient installée 6 mois plus tôt après une série de cambriolages dans le quartier. Ils n'en avaient pas parlé au début parce qu'ils ne pensaient pas que ce serait pertinent. Elle était pointée vers leur propre propriété, après tout. Mais les caméras ont des angles larges, et celle-ci filmait une partie de l'allée de ma mère et son entrée latérale. L'entrée qui menait directement aux escaliers du sous-sol. Les images montraient Tyler arrivant chez ma mère à 13h47. Il est resté assis dans sa voiture pendant 3 minutes avant de sortir, comme s'il se préparait mentalement, rassemblant son courage. Puis il a marché jusqu'à la porte et a frappé. Ma mère a ouvert. Ils ont discuté un instant sur le seuil. Même sans le son, on pouvait lire le langage corporel de Tyler, raide, mal à l'aise, gardant ses distances. Ma mère a fait un geste pour l'inviter à entrer. Il a hésité. Elle a dit autre chose. Il a regardé son téléphone, vérifiant l'heure peut-être, puis a hoché la tête et est entré. 43 minutes plus tard, ma mère est sortie seule. Elle était au téléphone. Elle était calme. Trop calme pour quelqu'un qui venait de trouver le petit ami de sa fille mort dans sa cave. Elle a marché jusqu'au bout de l'allée, a regardé à gauche et à droite dans la rue, puis est rentrée. 4 minutes après cela, elle est ressortie. Cette fois, elle pleurait, visiblement bouleversée. Elle est montée dans sa voiture et est partie, vers l'hôpital, vraisemblablement, pour être là quand l'ambulance arriverait avec le corps de Tyler. Mais que s'était-il passé pendant ces 43 minutes? Et pourquoi était-elle sortie calme et sereine, avait-elle regardé autour d'elle, puis était-elle rentrée avant de découvrir le corps de Tyler? L'inspectrice Rodriguez est venue à mon appartement pour me parler de la vidéo. Elle était accompagnée d'un autre inspecteur, un homme plus âgé nommé Frank Moretti. Ils se sont assis dans mon salon. Le salon où Tyler et moi avions passé tant de soirées à regarder des films et à manger des plats à emporter en parlant de notre avenir, et m'ont montré les images sur un ordinateur portable. Nous avons fouillé le sous-sol plus minutieusement, a dit Amber. Il y avait des éraflures sur le mur. Des marques de défense, pensons-nous, comme si quelqu'un avait essayé de se rattraper à quelque chose en tombant. Mais le truc bizarre, c'est qu'elles étaient plus hautes qu'elles n'auraient dû l'être. Trop hautes pour quelqu'un qui aurait juste raté une marche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a pu être poussé par derrière avec une force significative, a dit Frank. Sa voix était bourrue, factuelle. Assez pour le projeter dans les airs un instant avant qu'il ne heurte les marches. La trajectoire de la chute, les points d'impact sur l'escalier, la position finale du corps. Tout cela est cohérent avec une poussée violente depuis le palier supérieur. J'ai eu le cœur au bord des lèvres. J'ai imaginé les derniers instants de Tyler, debout en haut de ses marches, ma mère derrière lui. Une poussée soudaine, la terreur de la chute, l'impact, la douleur. La certitude, dans ces dernières secondes, qu'il avait eu raison d'avoir peur d'elle. Pouvez-vous le prouver? Ai-je demandé. On essaie.
Nous avons convoqué votre mère pour un interrogatoire hier. Elle campe sur sa position. Elle dit que Tyler est venu pour lui parler de sa demande en mariage. Elle dit qu'elle l'a envoyé chercher du vin comme excuse pour lui donner un moment pour rassembler ses idées. Elle dit qu'elle a entendu un fracas et qu'elle a trouvé en bas des marches. Mais il n'y avait pas de vin. Exactement, ai-je dit. On a fouillé tout le sous-sol. Pas de cave à vin, pas de bouteille, pas d'étagère, rien qui suggère qu'il ait eu la moindre raison de descendre là-bas. Qu'est-ce qu'elle a dit quand vous lui avez fait remarquer ça? Amber et Frank ont échangé un regard. Elle a dit qu'elle avait dû se tromper. Que peut-être elle lui avait demandé de vérifier le disjoncteur ou d'aller chercher quelque chose au garde-meuble. Elle n'arrête pas de changer sa version des faits, essayant de trouver quelque chose qui colle. Ce n'est pas suspect du tout, ai-je dit amèrement. C'est très suspect, a admis Amber. Mais le soupçon n'est pas la preuve. Il nous faut plus. Nous lui avons demandé de quelle marche il était tombé. Elle a dit la 3e ou la 4e à partir du haut. Mais les projections de sang et le schéma d'impact suggèrent qu'il est tombé de bien plus haut, comme s'il avait été poussé depuis le palier avec assez de force pour être projeté en l'air avant de toucher les marches. Le médecin légiste a revu l'autopsie. Les blessures sont cohérentes avec une chute de cette hauteur, avec une force importante derrière elle. L'angle de la fracture du crâne, les dommages aux vertèbres cervicales, la façon dont ses côtes se sont brisées. Tout indique une poussée violente, pas un simple trébuchement. Donc, elle ment. Elle ment sans aucun doute sur quelque chose, a dit Frank. Mais nous devons prouver ce qui s'est réellement passé. Et cela signifie qu'il nous faut plus que de simples incohérences dans son récit. Ils ont continué l'enquête. Ils ont épluché les relevés téléphoniques de Tyler et de ma mère. Ce qu'ils ont trouvé était accablant. Dans les 3 semaines précédant la mort de Tyler, ma mère l'avait appelé 47 fois. 47 fois en 3 semaines. Tyler n'avait décroché que 2 fois, et les 2 appels avaient duré moins de 2 minutes. Elle lui avait aussi envoyé énormément de SMS. La compagnie de téléphone a récupéré les messages. Ils les ont imprimés et me les ont montrés dans le bureau d'Amber. Mes mains tremblaient en les lisant. Tu fais une erreur en la choisissant plutôt que moi. Je peux te donner des choses qu'elle ne pourra jamais t'offrir. Je sais ce que les hommes veulent vraiment. Tu crois que tu l'aimes, mais tu ne sais pas ce qu'est l'amour. La vraie passion, le vrai désir. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Je veux juste parler. Tu te comportes comme un enfant. Une nuit avec moi et tu comprendrais. Arrête de m'ignorer. Je ne te laisserai pas gâcher ce que nous pourrions avoir ensemble. Tu l'as ressenti ce jour-là. Je sais que tu l'as ressenti. La connexion entre nous. Madison est une enfant. Elle ne peut pas te satisfaire comme moi je le pourrais. On doit parler. Viens à la maison. C'est ridicule. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je te donne une dernière chance. Viens me parler ou je lui dirai que tu m'as embrassé. Ne me teste pas, Tyler. J'obtiens toujours ce que je veux. Si tu ne viens pas, je lui dirai que tu as essayé de coucher avec moi. Elle me croira. Elle me croit toujours. Ce dernier message avait été envoyé le matin de sa mort, à 9h23. Moins de 5 heures avant qu'il ne se présente chez elle. Je les ai lus 2 fois, 3 fois, essayant de concilier ces messages avec la mère que je pensais connaître. Mais la vérité, c'était que c'était bien ma mère. C'était celle qu'elle avait toujours été. J'étais juste trop proche pour le voir clairement. Il ne l'a jamais embrassée, ai-je dit en levant les yeux vers Amber. Il ne voulait rien de tout ça. Je vous crois. Elle l'a menacé. Elle l'a fait chanter pour qu'il vienne. C'est ce qu'il semble bien. Est-ce que c'est suffisant?
Pouvez-vous l'arrêter? Amber a hésité. C'est une preuve de harcèlement, d'obsession. Cela établit un mobile, mais cela ne prouve pas qu'elle l'a poussé. Un avocat de la défense soutiendrait qu'il est venu pour lui dire d'arrêter et qu'il est vraiment tombé ensuite. Que les SMS prouvent qu'elle le voulait, mais pas qu'elle l'a tué. Mais combiné avec tout le reste. Combiné avec tout le reste, nous avons un dossier. Pas gagné d'avance, mais un dossier. Les SMS établissent le mobile et montrent qu'elle l'a attiré là-bas sous de faux prétextes. La vidéosurveillance montre un comportement suspect après sa mort. La police scientifique suggère qu'il a été poussé. Ces changements de version sur la raison de sa présence au sous-sol, l'absence de vin ou de toute autre raison d'être dans cet escalier. Tout cela est circonstanciel, mais cela s'accumule. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous parlons à la procureure. Pour voir si elle estime que nous avons assez d'éléments pour inculper. La procureure s'appelait Catherine Walsh. Elle avait la cinquantaine, le regard vif, des cheveux gris courts et la réputation de s'attaquer aux dossiers difficiles. Elle m'a reçu 3 jours plus tard avec les parents de Tyler et les inspecteurs. Elle avait tout examiné, les SMS, la vidéo, les rapports scientifiques, les témoignages. Elle était assise derrière son bureau, des dossiers pleins de preuves étalés devant elle. Voici ce que nous avons, a-t-elle dit. Des preuves claires de harcèlement et d'obsession. Des preuves claires que la victime a été attirée au domicile de l'accusé sous de faux prétextes. Des preuves claires que l'accusé a menti sur les circonstances de la mort. Des preuves médico-légales cohérentes avec une poussée violente plutôt qu'une chute accidentelle. Et nous avons le mobile, le rejet et la rage. Est-ce suffisant? A demandé David. Catherine s'est appuyée contre le dossier de sa chaise. Dans un monde parfait, nous aurions une confession, un témoin ou une vidéo de l'incident lui-même. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Ce que nous avons, c'est un dossier de preuves circonstancielles solides. La question est de savoir si un jury condamnera sur la base de ces preuves. Qu'en pensez-vous? A demandé Patricia. Je pense que la mort de votre fils n'était pas un accident. Je pense que Victoria Chen l'a tué parce qu'il a rejeté ses avances. Et je pense que nous pouvons le prouver au-delà de tout doute raisonnable. Elle s'est arrêtée. Mais je vais être honnête avec vous, ce sera un procès difficile. L'accusée est une femme séduisante, qui s'exprime bien et qui n'a pas de casier judiciaire. Elle va jouer la future belle-mère éplorée. Sa défense va dépeindre votre fils comme quelqu'un d'imprudent, peut-être même suggérer qu'il était émotionnellement instable. Ils diront que les SMS ont été mal compris, sortis de leur contexte. Ils créeront le doute partout où ils le pourront. Mais vous allez essayer? Ai-je demandé. Catherine m'a regardé droit dans les yeux. Oui, je vais essayer. Parce que je pense que la justice l'exige. Ils ont arrêté ma mère un jeudi matin. Je n'étais pas là, mais j'ai été prévenue par ma tante Linda moins d'1 heure après. C'est la sœur cadette de mon père, la seule personne de la famille qui n'avait jamais cru au numéro de ma mère. Madison, ils ont emmené Victoria, a dit Linda d'une voix tremblante. Ils se sont présentés chez elle avec un mandat, des menottes, la totale. Elle est accusée de meurtre. Je sais, ai-je dit. C'est moi qui suis allée à la police. Un silence s'est installé à l'autre bout du fil. Puis, oh, ma puce. Elle l'a tué parce qu'il ne voulait pas coucher avec elle. Je te crois, a dit Linda doucement. J'aimerais que ce ne soit pas vrai, mais je te crois. Victoria a toujours été. Madison, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Quoi? Linda a pris une grande inspiration. Quand tu avais 12 ans, ta mère a fait des avances à mon mari, à ton oncle Greg.
Nous étions à cette réunion de famille au lac Tao. Tu te souviens? Greg et moi nous étions disputés violemment ce week-end-là et nous avons failli divorcer. Tu ne t'en souviens probablement pas. Tes parents t'avaient protégé. Je me souvenais de cette réunion. Je me souvenais que ma tante et mon oncle s'adressaient à peine la parole. Je me souvenais qu'on était partis plus tôt. Que s'est-il passé? Ta mère s'est saoulée un soir après que tout le monde soit allé se coucher. Elle est allée dans notre chambre. Greg était encore réveillé, il lisait. Elle est entrée vêtue de presque rien et a essayé de se glisser dans le lit avec lui. Il l'a repoussée, lui a dit de partir. Elle a ri comme si c'était une blague, comme si elle n'avait pas essayé de coucher avec le mari de sa belle-sœur. Est-ce que... Greg me l'a dit immédiatement. J'ai confronté Victoria le lendemain matin. Elle a pleuré et a dit qu'elle était ivre, qu'elle ne s'en souvenait pas, qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Elle m'a supplié de ne rien dire à personne parce que ça détruirait la famille. Et comme une idiote, je me suis tue. J'ai pensé que c'était un incident isolé. J'ai pensé qu'elle était peut-être vraiment trop ivre pour savoir ce qu'elle faisait. Mais ce n'était pas isolé. Non. Au fil des ans, je l'ai vu recommencer encore et encore. Des hommes différents, toujours avec une dénégation plausible, toujours avec une excuse. Et tout le monde la croyait toujours parce qu'elle est belle et charmante. Et qui soupçonnerait quelqu'un comme Victoria d'être un prédateur? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu étais une enfant, puis une adolescente, puis une jeune adulte qui essayait d'avoir une relation avec sa mère. Comment étais-je censée te dire que ta mère était? Elle s'est arrêtée. Je suis désolée, Madison. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû mieux te protéger. Ce n'est pas ta faute. Si, ça l'est. Nous lui avons tous permis d'agir en restant silencieux, en lui trouvant des excuses, en protégeant sa réputation au lieu de protéger les gens qu'elle blessait. Et maintenant Tyler est mort parce qu'on ne l'a pas arrêté. Je ne pouvais pas contester cela, parce qu'elle avait raison. Tyler était mort parce que tout le monde avait passé des décennies à chercher des excuses à Victoria Chen. Parce que les femmes belles qui pleurent et jouent les victimes bénéficient toujours du bénéfice du doute. Parce que nous vivons dans un monde où l'on protège les prédateurs au lieu de leurs victimes. La comparution de ma mère a eu lieu 2 jours après son arrestation. Elle a plaidé non coupable. Son avocat a soutenu qu'elle était un pilier de la communauté, qu'elle n'avait pas de casier judiciaire et qu'elle devait être libérée sous caution. Catherine Walsh a soutenu qu'il y avait un risque de fuite et qu'elle représentait un danger pour la communauté, qu'elle n'avait montré aucun remords et qu'elle avait tenté de couvrir son crime et de diffamer la victime. Le juge a fixé la caution à $500 000. Ma mère l'a payée le jour même, des amis riches se sont cotisés. Elle était dehors dès le soir, de retour chez elle, libre de circuler comme si elle n'avait pas assassiné mon petit ami de sang-froid. Le procès a mis 8 mois à commencer. 8 mois de bataille juridique, de motions et de procédures. 8 mois pendant lesquels ma mère était libre alors que Tyler était sous terre. Pendant ces 8 mois, j'ai essayé de reconstruire ma vie. Je suis allée en thérapie 2 fois par semaine. Le docteur Reeves était spécialisé dans les traumatismes et les dysfonctionnements familiaux. Elle m'a aidé à comprendre que ce que ma mère avait fait n'était pas de ma faute. Que je n'aurais pas pu l'empêcher. Que la mort de Tyler était le résultat des choix de ma mère, pas des miens. Tu n'as pas attiré Tyler dans l'orbite de ta mère, m'a dit le docteur Reeves. Il a choisi d'être avec toi. Il a choisi de lui tenir tête. Il a choisi de fixer des limites. C'étaient des choix courageux et sains. Ta mère a choisi de répondre par la violence. C'est sa responsabilité à elle, pas la tienne. J'ai aussi rejoint un groupe de parole pour les personnes ayant perdu des proches par la violence. Nous nous réunissions le jeudi soir dans le sous-sol d'une église à Brooklyn. Nous étions 8 habitués.
Nous étions tous des jeunes confrontés à une perte dévastatrice évitable. Il y avait Amber, dont le frère avait été tué par balle lors du braquage d'une supérette. Elle avait 24 ans, travaillait comme enseignante et faisait encore des cauchemars sur l'appel de la police. Il y avait Jake, dont la petite amie avait été tuée par un conducteur ivre qui avait brûlé un feu rouge. Il gardait le mug préféré de sa copine sur sa commode et lui parlait tous les matins. Il y avait Melissa, dont le mari était mort dans une bagarre de bar qui avait commencé parce que quelqu'un en avait bousculé un autre et que personne ne voulait s'excuser. Elle était enceinte quand c'est arrivé, leur fille avait 4 mois maintenant. Il y avait Troy, dont le meilleur ami avait été attaqué au hasard dans la rue par quelqu'un en pleine crise de santé mentale. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il y avait moi, la fille dont la mère avait tué le petit ami parce qu'il l'avait rejeté. Ils ne m'ont jamais fait me sentir bizarre à ce sujet. Dans le groupe de deuil, nous n'étions que des gens portant des pertes impossibles. Le comment importait moins que le manque. Est-ce qu'on arrête un jour d'être en colère ? A demandé Amber un soir. Nous y avons tous réfléchi. Je ne pense pas, a fini par dire Jake. Je pense qu'on apprend juste à la porter différemment. C'est comme si elle passait d'une douleur aiguë et perçante à une sourde douleur lancinante. C'est toujours là, mais on devient plus fort pour en supporter le poids. Il avait raison. J'étais toujours en colère, furieuse, même, contre ma mère pour ce qu'elle m'avait pris. Contre moi-même pour ne pas avoir mieux protégé Tyler. Contre le monde pour être un endroit où une telle chose pouvait arriver. Mais j'apprenais à vivre avec. Apprenant à me lever chaque matin et à mettre un pied devant l'autre même si Tyler n'était plus là pour marcher à mes côtés. Le procès a finalement commencé en juin, presque 1 an après la mort de Tyler. Le tribunal était situé en centre-ville, un vieil édifice au sol en marbre et haut au plafond qui faisait tout résonner. L'équipe de défense de ma mère était dirigée par un homme nommé Randall Pierce. Il venait de New York, costume cher, cheveux argentés parfaitement coiffés. Il était spécialisé dans la défense des gens riches accusés de crimes. Sa stratégie était évidente dès les déclarations d'ouverture. Dépeindre Tyler comme un jeune homme instable qui avait développé une fixation obsessionnelle pour ma mère et suggérer que sa mort était soit un accident, soit peut-être pas un accident du tout, peut-être s'était-il jeté intentionnellement dans les escaliers dans un geste théâtral. C'était dégoûtant, mais c'était une stratégie juridique efficace. L'accusation était menée par Catherine Walsh et son second, un jeune procureur nommé James Shen, sans lien de parenté avec ma mère, malgré le nom de famille commun. Ils étaient méthodiques, construisant le dossier pièce par pièce. Ils ont commencé par la police scientifique. Un médecin légiste a témoigné sur les blessures de Tyler, expliquant comment le schéma d'impact suggérait une poussée violente par derrière plutôt qu'une simple chute. Ils ont montré des diagrammes, des photos, expliqué la physique de la chose. Ma mère était assise à la table de la défense, l'air frêle et triste. Elle s'était habillée avec soin pour le procès, des vêtements conservateurs, un maquillage minimal, les cheveux attachés, essayant de passer pour une victime plutôt que pour une meurtrière. Ils ont appelé l'inspectrice Rodriguez qui a témoigné sur l'enquête. Les incohérences dans le récit de ma mère, l'absence de vin au sous-sol, les images de la caméra de surveillance. Ils ont diffusé les images au tribunal. Tyler arrivant, hésitant. Ma mère ouvrant la porte. Lui entrant. Puis 43 minutes plus tard, ma mère sortant seule, calme, regardant autour d'elle. Rentrant à l'intérieur, ressortant 4 minutes plus tard, cette fois visiblement bouleversée. Pourquoi quelqu'un qui vient de trouver le petit ami de sa fille mort dans sa cave sortirait-il, regarderait-il autour de lui calmement, puis rentrerait-il avant d'appeler à l'aide ? A demandé Catherine. Randall Pierce a objecté. Spéculation. Accordé, a dit la juge. Mais le jury avait entendu la question. Ils avaient vu la vidéo. Ils pouvaient tirer leurs propres conclusions.
Les SMS ont été versés au dossier. Les 47 appels, tous les messages, le désespoir croissant, puis la colère. La menace finale. Si tu ne viens pas, je lui dirai que tu as essayé de coucher avec moi. Catherine les a lus à haute voix au tribunal, chacun plus accablant que le précédent. J'observais les visages des jurés pendant qu'ils écoutaient, j'y voyais du dégoût, j'y voyais la compréhension se faire. Randall Pierce a essayé de les reformuler. Ces SMS montrent une femme inquiète pour la relation de sa fille. Une mère qui pensait que le petit ami de sa fille n'était peut-être pas digne de confiance. Oui, elle a franchi certaines limites. Oui, elle a été inappropriée. Mais des SMS inappropriés ne font pas un meurtre. C'était bien tenté, mais même lui devait savoir à quel point cela sonnait faux. Les parents de Tyler ont témoigné. David a parlé de l'appel téléphonique 2 jours avant la mort de Tyler, quand celui-ci avait posé des questions sur l'ordonnance de protection. Patricia a parlé de la personne prudente et consciencieuse qu'était Tyler. Comment il vérifiait tout 2 fois, regardait 2 fois des 2 côtés avant de traverser la rue, mettait toujours sa ceinture. Votre fils était-il le genre de personne à tomber par imprudence dans un escalier? A demandé Catherine. Objection, a dit Pierce. Demande une opinion spéculative. Je reformule. En vous basant sur vos 30 années de connaissance de votre fils, présentait-il des traits de caractère qui rendraient un simple accident comme une chute dans l'escalier improbable? Oui, a dit David fermement. Tyler était extrêmement prudent. Même enfant, il était précautionneux, méthodique. Il planifiait les choses. Il ne prenait pas de risques inutiles. J'ai témoigné. J'ai raconté au jury le schéma de comportement inapproprié de ma mère avec mes petits amis. J'ai parlé de Jake, coincé et embrassé de force. De Marcus, sollicité. De l'incident de la lingerie 3 semaines avant la mort de Tyler. Pierce m'a contre-interrogé agressivement. Il a essayé de suggérer que j'inventais tout cela parce que j'étais en colère contre ma mère. Il a essayé d'insinuer que Tyler et moi avions des problèmes de couple. Que peut-être Tyler avait réellement été attiré par ma mère et que j'étais dans le déni. N'est-il pas vrai que vous et la victime vous disputiez fréquemment? A-t-il demandé. Non. Nous ne nous sommes jamais disputés. Comme tout couple, nous étions parfois en désaccord sur certaines choses, mais nous ne nous battions pas. N'est-il pas vrai que vous étiez peu sûr de ses sentiments pour vous? Non. Votre mère est une femme séduisante, n'est-ce pas? Objection, a dit Catherine. Hors sujet. Cela concerne le mobile, votre honneur. L'accusation prétend que ma cliente était obsédée par la victime, mais n'est-il pas possible que la situation ait été inverse? Qu'un jeune homme sortant avec une femme quelconque puisse être attiré par sa mère séduisante? J'ai tressailli. Ce mot, quelconque, c'était comme une gifle. La juge a eu l'air irritée. Accordé. Maître, passez à autre chose. Mais le mal était fait. Pierce avait semé la graine, Madison la quelconque et Victoria la magnifique. Laquelle un homme voudrait-il vraiment? Le procès a duré 3 semaines. Témoins experts des 2 côtés. Témoins de moralité. Des gens de l'église de ma mère disant quelle personne merveilleuse elle était. Des gens du travail de Tyler disant quel homme intègre il avait été. Mais le véritable tournant a eu lieu vers la fin. L'accusation avait une dernière preuve, une dernière chose qui reliait tout. Le téléphone de Tyler. Après sa mort, la police avait collecté ses affaires sur les lieux. Son portefeuille, ses clés, son téléphone. Le téléphone était verrouillé et, au début, il n'avait pas pu y accéder. Mais les parents de Tyler avaient fourni son code, et l'équipe technique de la police scientifique l'avait fouillé de fond en comble. Ils ont trouvé une application de mémos vocaux.
Tyler avait enregistré. Pas de la vidéo, juste de l'audio, mais c'était suffisant. Catherine l'a diffusé au tribunal lors de la 3e semaine du procès. La salle était comble. Les parents de Tyler étaient au premier rang, se tenant la main. Ma tante Linda était à mes côtés. Ma mère était assise à la table de la défense, immobile. L'enregistrement a commencé. La voix de Tyler, calme mais claire. Je vais entrer. S'il m'arrive quelque chose, je veux que quelqu'un sache pourquoi je suis ici. Victoria, Madame Chen, me harcèle depuis des semaines. Elle n'arrête pas d'appeler. Elle n'arrête pas d'envoyer des SMS. Ce matin, elle m'a dit que si je ne venais pas lui parler aujourd'hui, elle dirait à Madison que je lui ai fait des avances, que j'ai essayé de l'embrasser. Ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Mais je sais que Madison a une relation compliquée avec sa mère, et je ne veux pas aggraver les choses. Je ne veux pas que Victoria empoisonne Madison contre moi avec des mensonges. Alors, je vais entrer, lui dire fermement d'arrêter, et je partirai. C'est tout. Je serai de retour au travail dans 1 heure. Puis, le silence. Puis le bruit d'une portière de voiture qui s'ouvre. Des pas sur le trottoir. On frappe à une porte. La voix de ma mère, Tyler, merci d'être venu. Je ne peux pas rester longtemps. Je suis sur ma pause déjeuner. Entre, je t'en prie. Nous devons parler en privé. Des pas. Une porte qui se ferme. Puis à nouveau la voix de ma mère, plus basse maintenant, intime d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Tu es si beau aujourd'hui. C'est une nouvelle chemise? Madame Chen, je ne suis pas venue pour. Appelle-moi Victoria, je t'en prie. Nous sommes des adultes. Pas besoin d'être si formel. Je suis ici parce que vous avez dit que vous diriez à Madison quelque chose qui est faux. Je veux que vous arrêtiez. Arrêtez quoi? Sa voix était enjouée, taquine, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'envoyer des messages. Arrêtez. Il s'est arrêté, et je pouvais entendre le malaise dans sa voix. Arrêtez tout ce que vous faites. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, vous le savez très bien. Il y a 3 semaines, vous m'avez invité ici et vous avez ouvert la porte en lingerie. Vous m'envoyez des messages inappropriés. Vous appelez sans arrêt. Vous m'avez dit la semaine dernière que vous aviez des sentiments pour moi, que vous et moi pourrions être bien ensemble. Est-ce si mal? Sa voix a changé, plus dure maintenant, plus froide. De vouloir quelqu'un? De voir un potentiel? De reconnaître ce que je pourrais t'apporter? Madison est ma fille et je l'aime, mais ce n'est qu'une enfant. Elle ne sait pas comment s'occuper d'un homme comme toi. Pas comme moi je le pourrais. J'aime Madison. Je vais l'épouser. Non. Plat, froid, absolu. Tu ne l'épouseras pas. Si. J'ai acheté une bague le mois dernier. J'attends juste le bon moment pour lui demander sa main. Et j'ai besoin que vous respectiez cela et que vous me laissiez tranquille. Je suis ici pour vous dire que si vous me contactez à nouveau, je demanderai une ordonnance de protection. Si vous racontez le moindre mensonge à mon sujet à Madison, je lui montrerai vos SMS. Tous. Elle verra exactement ce que vous faites. Une pause. Puis ma mère a ri. C'était un rire laid, rien à voir avec son rire délicat et musical habituel. Tu crois que tu peux me menacer? Tu crois que tu peux venir chez moi et me menacer? Je ne vous menace pas. Je fixe une limite. C'est différent. Espèce de petit arrogant. Elle s'est arrêtée, s'est reprise. Quand elle a reparlé, sa voix était mielleuse. Tyler, ne nous disputons pas. Je suis désolée si je t'ai mis mal à l'aise. Ce n'était pas mon intention. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'asseoir?
Parlons de ça comme des adultes. Je vais nous préparer un café. Je ne veux pas de café. Je veux que vous acceptiez de me laisser tranquille. Bien. Très bien, je te laisserai tranquille. Tu es content? Maintenant, viens t'asseoir, juste une minute. Finissons-en sur une note agréable au lieu de rester sur cette tension. Des pas, puis la voix de Tyler, méfiante. Je vais rester debout, merci. Comme tu voudras. Puis-je au moins t'offrir quelque chose à boire? Du vin? J'ai un excellent cru à la cave. Viens, je vais te montrer. Je dois retourner travailler. Juste 2 minutes, s'il te plaît. Je veux te montrer quelque chose là-bas. Un cadeau que j'ai acheté pour Madison. Je voudrais ton avis pour savoir si ça va lui plaire. Une pause. J'imagine Tyler pesant ses options, essayant d'être poli tout en voulant s'en aller. D'accord. 2 minutes. Des pas, descendant l'escalier à en juger par l'écho. La voix de Tyler, qu'est-ce que vous vouliez me montrer? Ça, la voix de ma mère, proche, intime. C'est ça que je voulais te montrer. Madame Chen, ne faites pas. Un baiser. Juste un baiser et je te laisserai tranquille. Je te le promets. Non. Je m'en vais. C'était une erreur. Ne t'éloigne pas de moi. Sa voix était tranchante maintenant, en colère. Sais-tu combien d'hommes tueraient pour avoir une chance avec moi? Sais-tu quelle chance tu as que je te veuille? Je ne vous veux pas. Je veux Madison. J'aime Madison. Tu l'aimes? Ma mère a ri encore, ce rire laid et amer. Tu crois que cette petite souris vaut mieux que moi? Tu crois qu'elle peut te donner ce que je peux t'offrir? Au revoir, Madame Chen. J'appelle cet avocat aujourd'hui. J'ai dit, ne m'y tourne pas le DOS. Sa voix est montée jusqu'au cri. Une lutte. La voix de Tyler, alarmée, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas. Personne ne me rejette. Personne. Lâchez-moi. Puis un bruit sec, violent. Une poussée, peut-être, ou une bousculade. Puis la voix de Tyler, un seul mot, aigu de terreur, non. Un fracas. Le bruit terrible et écœurant de quelque chose, de quelqu'un, heurtant quelque chose de dur. Plusieurs impacts. Un bruit de corps qui roule et dégringole. Puis, le silence. Puis un bruit de respiration haletante, humide et laborieuse, comme quelqu'un essayant de respirer à travers des côtes brisées et un poumon perforé. La voix de ma mère, essoufflée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tyler? Tyler, relève-toi. Tu dois te relever, Tyler. Encore ce bruit de respiration humide, de plus en plus faible. Non. Non, non, non. Tu ne peux pas. Tyler, s'il te plaît. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? La respiration s'est arrêtée. Un silence complet pendant environ 10 secondes. Puis à nouveau la voix de ma mère, différente maintenant, plus calme, calculatrice. D'accord. D'accord. Il est venu pour parler de Madison. Il voulait faire sa demande. Je l'ai envoyé chercher du vin. Il est tombé. C'était un accident. Un accident. Personne ne peut prouver le contraire. Il est tombé. Voilà l'histoire. Des pas remontant les escaliers. Une porte qui se ferme. Silence. 5 minutes de silence sur l'enregistrement. Puis à nouveau des pas. Ma mère qui redescend. Sa voix, faisant un test. Tyler? Tyler, mon grand? Comme si elle venait de le découvrir. Puis un cri, travaillé, parfait.
Oh mon Dieu! Non. S'il vous plaît, non. Encore des pas, remontant. Une porte. Puis, une minute plus tard, la voix de ma mère, calme à nouveau, professionnelle. Les secours, j'écoute, quelle est votre urgence? L'enregistrement s'est terminé. Le tribunal était silencieux. Complètement silencieux. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Je pleurais, des larmes silencieuses coulant sur mon visage. À côté de moi, tante Linda avait la main sur la bouche. Au premier rang, Patricia sanglotait contre l'épaule de David. Ma mère était assise à la table de la défense, parfaitement immobile. Son visage était vide, comme si elle n'était même plus là. Randall Pierce s'est levé, la bouche ouverte, probablement pour faire une objection ou demander l'annulation du procès ou quelque chose du genre. Mais que pouvait-il dire? Nous avions tous entendu. Chaque mot, chaque bruit. La terreur de Tyler, l'impact, les bruits de sa faim. La prise de conscience de ma mère, suivie immédiatement de sa décision de mentir. La juge a frappé de son marteau. Nous allons suspendre la séance. 1 heure. Ils ont emmené le jury. Ils ont emmené ma mère. Je suis restée sur mon siège, incapable de bouger. L'enregistrement tournait en boucle dans ma tête. La voix de Tyler, j'aime Madison. Et la réponse de ma mère, tu ne l'épouseras pas. Elle l'avait tué parce qu'il m'aimait. Parce qu'il m'avait choisi, moi, plutôt qu'elle. C'était la vérité laide et narcissique. Elle ne pouvait pas supporter que quelqu'un me préfère à elle. Elle ne pouvait pas tolérer le rejet. Alors, elle l'avait supprimé pour toujours. Le jury a délibéré pendant 3 heures. C'est tout. 3 heures pour décider si Victoria Chen était une meurtrière. Ils sont revenus avec un verdict à 16h30. Coupable. Meurtre au second degré. 15 ans à perpétuité. Les parents de Tyler m'ont serré dans leurs bras dans le couloir du tribunal après le verdict. Patricia a pris mon visage entre ses mains, ses propres joues mouillées de larmes. Merci, a-t-elle dit. Merci de ne pas l'avoir laissé s'en sortir. Merci d'avoir lutté pour notre fils. Je suis désolée, ai-je dit. Je suis tellement désolée de l'avoir fait entrer dans sa vie. Non. La voix de David était ferme. Ne t'excuse pas. Tyler t'aimait. C'était son choix, et c'était un bon choix. Ce qui lui est arrivé n'est pas de ta faute. C'est la sienne, à elle, et à elle seule. Ma mère m'a regardée alors qu'il l'emmenait menotter. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air confuse, comme si elle ne comprenait vraiment pas comment cela avait pu arriver, comment elle avait fini là. Comme si elle croyait encore n'avoir rien fait de mal. Comme si Tyler l'avait en quelque sorte forcée à agir en osant la rejeter. C'était il y a 6 mois. Elle est au centre pénitentiaire de Meadowbrook maintenant, une prison pour femmes de moyenne sécurité à 3 heures de route au nord. Elle m'envoie des lettres. Je ne les ouvre pas. Ma tante Linda le fait, par contre, et elle me dit qu'elles sont toutes pareilles. Ma mère joue les victimes, insiste sur son innocence, prétend que Tyler est tombé, dit que je l'ai trahi, dit que je regretterais d'avoir témoigné contre ma propre mère. Son avocat dépose des recours. Catherine Walsh dit qu'ils n'aboutiront à rien. Les preuves étaient trop fortes, l'enregistrement trop accablant. Aucune cour d'appel ne cassera cette condamnation. Mais les narcissiques n'acceptent pas la défaite. Ils continuent de lutter, de tisser des récits, d'essayer de réécrire la réalité pour qu'elle colle à leur version des faits. Ma mère mourra probablement en prison, en étant toujours persuadée d'être la victime dans toute cette histoire. Je vois le docteur Reeves 2 fois par semaine depuis la fin du procès. Nous parlons du traumatisme, de la guérison et de la façon de reconstruire une vie après une telle épreuve.
Elle est spécialisée dans les enfants adultes de parents narcissiques. Elle me dit que ce que j'ai vécu n'est pas rare. Beaucoup d'enfants de narcissiques ont leur vie contrôlée et manipulée de manière qui semble impossible à expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu. Tu lui as survécu, m'a dit le docteur Reeves la semaine dernière. Ce n'est pas rien. La plupart des gens ayant des parents comme Victoria n'en sortent pas indemnes. Mais toi, tu as réussi. Tu es forte, Madison. Plus forte que tu ne le crois. Je me rends sur la tombe de Tyler tous les dimanches. C'est au cimetière de Riverside, sous un grand chêne. Ses parents ont choisi l'endroit. La pierre tombale est en granit gris tout simple avec son nom, ses dates et une phrase de son poème préféré de Marie Oliver. Dis-moi, qu'as-tu prévu de faire de ton unique vie, sauvage et précieuse? Je lui apporte un café de son café préféré à chaque visite, noir, de sucre. J'en verse un peu sur le sol près de la stèle, une offrande pour les morts, comme un vieux rituel. Puis je m'assois et je lui raconte ma semaine. Comment vont ses parents, ma promotion au travail, comment j'apprends à faire à nouveau confiance aux gens, combien il me manque chaque jour, par petites touches ou par grands pans. Son rire me manque, sa main dans la mienne, la façon dont il prononçait mon nom, l'avenir que nous aurions dû avoir. La semaine dernière, j'ai enfin fini de trier les affaires de Tyler. Ses parents les avaient mises dans des cartons et rangées dans mon placard parce que je n'étais pas prête à les affronter. Mais le docteur Reeves a dit que cela pourrait m'aider à tourner la page. Alors, j'ai ouvert les cartons un par un. Ses vêtements. J'ai gardé son sweat à capuche préféré, le bleu marine qu'il portait tout le temps. Il ne sent plus son odeur, mais je le porte parfois quand même. Ses livres, il lisait beaucoup, surtout de la science-fiction et de la fantasy. J'en ai donné la plupart à la bibliothèque, mais j'en ai gardé quelques-uns, ses préférés. Son ordinateur, Patricia voulait le garder. Il contenait des photos de Tyler enfant, des vidéos, des souvenirs. Sa boîte à bijoux, juste quelques objets. Une montre offerte par son grand-père, sa bague d'université et une petite boîte en velours cachée tout au fond. À l'intérieur, il y avait une bague. Simple, élégante. Un anneau en platine avec un seul diamant. Exactement ce que j'aurais choisi. Il y avait un mot avec écrit de l'écriture soignée de Tyler, pour Madison. Quand le moment sera venu. Quand sa mère ne pourra plus rien gâcher. Je suis restée là, dans mon placard, à tenir cette bague, cet avenir qui n'arriverait jamais. Et j'ai pleuré. De gros sanglots. Le genre de pleurs où l'on n'arrive plus à respirer et où tout le corps tremble. Il l'avait acheté 6 mois avant sa mort. D'après le reçu dans la boîte, il avait payé en 4 fois parce qu'elle coûtait cher et qu'il voulait m'offrir quelque chose de beau. Il avait planifié, attendu, essayant de trouver comment me demander en mariage sans que ma mère n'en fasse une affaire personnelle. Il n'en a jamais eu l'occasion. Je porte la bague maintenant. Pas à l'annulaire, ça ne semble pas juste. D'une certaine manière, porter une bague de fiançailles alors que je n'aurai jamais les fiançailles, jamais le mariage. Ça ne colle pas. Mais je la porte sur une chaîne autour de mon cou, près de mon cœur. Parfois, les gens m'interrogent à ce sujet. Je leur dis qu'elle appartenait à quelqu'un que j'aimais. Quelqu'un qui est mort en me protégeant, d'une certaine manière. Parce que c'est ce que Tyler essayait de faire, me protéger de ma mère. Protéger notre avenir ensemble. Il a réussi, je suppose, mais pas de la façon dont nous l'aurions voulu. Ma tante Linda vient presque tous les mardis soirs maintenant. On commande des plats à emporter, on regarde la télé et on ne parle pas de ma mère, sauf si j'en ai envie, ce qui arrive parfois. Un soir, environ 3 mois après le procès, elle m'a dit qu'elle était allée voir ma mère en prison. Pourquoi? Ai-je demandé. Je voulais la regarder dans les yeux et voir s'il y avait le moindre remords, la moindre compréhension de ce qu'elle a fait. Et? Rien. Elle parlait de Tyler comme d'une possession qu'on lui aurait volée,
comme s'il lui devait quelque chose. Elle disait qu'il avait aguiché, qu'il avait flirté avec elle, que quand elle avait essayé d'être avec lui, il avait eu peur et que c'était pour ça qu'il était tombé. Elle a dit que tu l'avais monté contre elle. Elle est folle. Non, a dit Linda pensivement. Elle n'est pas folle. C'est une narcissique. Elle est littéralement incapable de concevoir un monde où elle n'est pas le centre de tout, où quelqu'un puisse la regarder et voir, au-delà de sa beauté, le vide qu'il y a en dessous. Un monde où non veut dire non et pas et c'est encore plus fort. Elle ne changera jamais, Madison. Les gens comme Victoria ne changent pas. Ils deviennent juste meilleurs pour cacher ce qu'ils sont. J'ai repensé à ça après son départ. À la façon dont ma mère avait caché ce qu'elle était toute ma vie. Comment elle avait été si douée pour jouer les victimes, les martyrs, la femme incomprise faisant de son mieux, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le cacher. Jusqu'à ce que Tyler dise non, une fois de trop et qu'elle craque. Patricia m'appelle toutes les quelques semaines. On parle de Tyler. Elle me raconte des histoires de quand il était petit, comment il construisait des structures de Lego élaborées et s'énervait si quelqu'un déplaçait une seule pièce. Comment il avait passé tout un été quand il avait 12 ans à apprendre à cuisiner parce qu'il voulait préparer le dîner pour l'anniversaire de sa maman. Comment il avait pleuré en partant à l'université parce qu'ils allaient lui manquer, même s'il était excité par l'aventure. Il aurait été un bon mari, a-t-elle dit la dernière fois que nous avons parlé. Un bon père un jour. Il était déjà si attentionné, si prévenant. Il aurait tellement aimé ses enfants. Je sais, ai-je répondu. Je suis contente qu'il t'ait eu, Madison. Même si ce n'était que pour 2 ans, tu l'as rendu heureux. Il nous le disait tout le temps. À quel point tu le rendais heureux. Je pense beaucoup à ça. Au fait que 2 ans, c'est tout ce que nous avons eu. À la façon dont ma mère nous a volé des décennies. Toute une vie que nous aurions dû avoir, des enfants que nous aurions dû élever, vieillir ensemble, assis sur un porche quelque part à regarder les couchers de soleil. Tout cela envolé parce que Victoria Chen ne pouvait pas accepter le rejet. Mais je pense aussi à ce que ces 2 années ont signifié. Comment Tyler m'a montré ce qu'était le véritable amour. Comment il m'a appris que les limites étaient saines, que dire non était acceptable, que je méritais le respect, que je n'étais pas folle de penser que le comportement de ma mère était malsain. Il m'a donné les outils pour survivre à ma mère. Le courage de lui tenir tête. La clarté de la voir telle qu'elle était réellement, même si cela lui a tout coûté. J'ai recommencé à sortir avec des hommes il y a 2 mois. Rien de sérieux, juste des cafés, réapprendre à être avec quelqu'un de nouveau, réapprendre à faire confiance. Le docteur Reeves dit que c'est sain, que je ne devrais pas me sentir coupable d'avancer, que Tyler voudrait que je sois heureuse. Je sais qu'elle a raison, mais c'est encore difficile. Chaque fois que je ris à quelque chose qu'un homme dit, je me sens coupable. Chaque fois que je m'amuse, il y a cette voix dans ma tête qui me demande comment je peux être heureuse alors que Tyler est mort. Mais j'essaie. Un jour après l'autre, un rendez-vous après l'autre. Il y a ce garçon, Marcus, un autre Marcus, Palex. Il est ingénieur logiciel, regard doux, patient. Nous nous sommes vus 3 fois. Il connaît l'histoire de Tyler, il connaît celle de ma mère, il connaît tout le désastre compliqué et tragique de mon passé récent, et il n'est pas parti en courant. Tu as traversé quelque chose de terrible, m'a-t-il dit lors de notre 2e rendez-vous. Mais cela ne te définit pas. Tu n'es pas seulement ton traumatisme. Tu es aussi intelligente, drôle et courageuse pour avoir fait ce que tu as fait. Je ne sais pas si quelque chose sortira de cette relation avec Marcus. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est agréable de savoir que je peux encore créer un lien avec quelqu'un, que ma mère n'a pas détruit ma capacité à faire totalement confiance. Je vais toujours au groupe de parole le jeudi. Ça m'aide de parler à des gens qui comprennent ce que c'est que de perdre quelqu'un par la violence, d'avoir sa vie coupée en 2 entre un avant et un après.
De porter la rage, le chagrin et la culpabilité du survivant, tout cela mélangé. La semaine dernière, Amber a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Nous parlions de la fermeture. De savoir si une telle chose existe vraiment quand on perd quelqu'un de cette façon. Je ne pense pas qu'on obtienne une fermeture, a-t-elle dit. Je pense qu'on obtient l'acceptation. On accepte qu'il soit parti. On accepte que la vie n'est pas juste. On accepte qu'on doit continuer à vivre même s'ils ne le peuvent pas. Et puis on construit quelque chose de nouveau à partir de cette acceptation. Elle a raison. J'apprends à accepter. Accepter que Tyler est parti. Accepter que ma mère est exactement ce qu'elle a montré qu'elle était. Accepter que je ne peux rien changer à tout cela. Et j'essaie de construire quelque chose de nouveau. Une vie qui honore la mémoire de Tyler sans être consumée par sa mort. Une vie qui reconnaît ce que ma mère a fait sans lui donner plus de pouvoir sur moi. C'est difficile. Certains jours sont plus durs que d'autres. Certains jours, je me réveille et j'oublie un instant que Tyler est parti, que je n'entendrai plus jamais sa voix, sauf dans cet enregistrement. Qu'il ne me préparera plus jamais mon café comme je l'aime, ne m'enverra plus de même stupide et ne me serra plus contre lui pendant qu'on regarde des films sur son canapé. Ces jours-là sont les pires. Mais d'autres jours, je me réveille et je me sens pleine de gratitude. Gratitude de l'avoir connu. Gratitude qu'il m'ait aimé assez pour tenir tête à ma mère. Gratitude qu'il ait documenté ce qui se passait. Gratitude qu'il m'ait aidé à voir clair. Une meurtrière. Pas une mère, plus maintenant. Juste une meurtrière qui se trouve partager mon ADN. J'ai changé de nom 6 mois après le procès. Légalement, je m'appelle Madison Ellis maintenant. Ellis était le nom de jeune fille de la mère de Tyler. Patricia a pleuré quand je le lui ai dit. Elle a dit que ça aurait rendu Tyler si heureux, que j'étais sa famille et que je le serais toujours, quoi qu'il arrive. David m'a aidé pour les papiers, il est venu au tribunal avec moi, il a signé comme témoin. Quand la juge a rendu la chose officielle, il m'a serré dans ses bras et a dit « Bienvenue dans la famille, Madison Ellis ». Ma mère m'a envoyé une lettre quand elle l'a appris. Contre mon premier instinct, je l'ai ouverte. C'était court, écrit de sa calligraphie parfaite sur du papier à lettres de la prison. Tu trahis ta famille, ton propre sang. Tu l'es choisi, plutôt que moi, ta propre mère qui t'a donné la vie. Un jour tu comprendras que j'ai fait ce que j'avais à faire. Que Tyler essayait de t'éloigner de moi. Que je te protégeais. Que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tu le regretteras, Madison. Tu regretteras de m'avoir tourné le dos. Je l'ai brûlé dans l'évier de ma cuisine. J'ai regardé le papier s'enrouler, noircir et tomber en cendres. Je n'ai rien ressenti. Parce que c'est le truc avec les narcissiques. Ils réécrivent l'histoire jusqu'à être les héros de chaque récit, même ceux où ils sont clairement les méchants. Ils prennent leurs victimes et les transforment en coupables. Ils prennent leurs propres actes et les transforment en martyrs. Ma mère mourra persuadée qu'elle est la victime. Que Tyler méritait ce qui lui est arrivé pour avoir osé la rejeter. Que je suis la fille ingrate qui l'a trahi. Et moi, j'irai jusqu'à la fin de ma vie en connaissant la vérité. Tyler m'aimait, ma mère l'a tué pour cela, et la justice, aussi imparfaite soit-elle, a été rendue. Ce n'est pas la fin que je voulais. Je voulais Tyler vivant. Je voulais qu'on se marie, qu'on ait des enfants et qu'on vieillisse ensemble. Je voulais des dimanches matins à faire des pancakes, des vendredis soirs à se disputer sur le choix du film et des samedis paresseux à ne absolument rien faire. Je voulais tout ça. Au lieu de cela, j'ai des souvenirs. Une bague sur une chaîne. Une tombe sur laquelle je me recueille chaque semaine. Un message audio d'un homme mort. Et la certitude que ma mère passera le reste de ses jours dans une cellule. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez. Mais c'est ce que j'ai. Hier soir, j'ai encore rêvé de Tyler.
Le même rêve que je fais parfois. Nous sommes sur cette plage dans le Maine, celle que nous avions visitée en août, 2 mois avant sa mort. L'eau froide, les rivages rocheux et le cri des mouettes au-dessus de nos têtes. Il est assis à côté de moi sur les rochers, plus réel que jamais. Le soleil se couche derrière lui, teintant tout d'or. Tu as bien agi, dit-il. Tu me manques, je réponds. Je sais. Tu me manques aussi. Il sourit, ce sourire un peu de travers que j'aimais tant. Mais tu vas t'en sortir, Madison. Tu vas faire plus que t'en sortir. Comment le sais-tu? Parce que tu es libre d'elle maintenant. Vraiment libre. Elle ne peut plus te faire de mal. Et ça vaut quelque chose. Ça vaut tout l'or du monde. Je me réveille en pleurant, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. C'est autre chose. Quelque chose comme du soulagement. Parce qu'il a raison. Je suis libre. Ma mère ne peut plus me faire de mal. Elle ne peut plus me manipuler, me harceler moralement ou me faire douter de ma propre réalité. Elle ne peut plus me faire sentir insignifiante. Elle ne peut plus voler mon avenir. Elle est dans une cellule, et moi non. C'est une justice poétique. La narcissique qui avait besoin de l'attention de tous, enfermée là où personne ne peut la voir jouer la comédie. Là où sa beauté n'a aucune importance, là où ses manipulations ne fonctionnent pas, là où elle n'est qu'un numéro de plus dans un système qui se moque éperdument d'elle. Elle est hors jeu, maintenant. Impuissante. Et je suis Madison Ellis. J'ai 27 ans maintenant. Je suis vivante. Libre. J'apprends à être heureuse à nouveau. Tyler voudrait cela pour moi. Je le sais. Alors c'est ce que je fais. Un jour à la fois, un pas après l'autre. Apprenant à vivre dans un monde sans lui. Apprenant à construire quelque chose de nouveau sur les ruines que ma mère a laissées derrière elle. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue. Ce n'est pas la vie que je voulais. Mais c'est la mienne. Et elle ne peut plus me la prendre. Plus maintenant. Plus jamais.